Salut tout le monde, aujourd'hui je vais parler du DCSD cable. Donc c'est un câble qui est utilisé dans les usines de Apple. On peut le voir avec ce connecteur assez spécifique de l'iPhone. Il n'y a pas grand chose dessus sur le wiki. Il y a déjà quelques trucs que je suis en train de faire. Par exemple, voilà, il parle de Prom. Bon, ça j'ai déjà fait, mais je vais vous remontrer un peu comment j'ai fait. Et également les possibilités de ce câble. Il faut savoir que normalement ça on n'est pas supposé en avoir, hein. C'est pas censé sortir des usines d'Apple. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai appris sur ce câble. Alors pour commencer, on va parler de comment il est reconnu. Merde. Putain de iTunes de merde. Il y a deux serial converters, donc il y en a un c'est le hub USB pour une raison bizarre. Et l'autre, c'est une puce FTDI, une autre que celle utilisée pour le port série. Donc vous allez me demander, oui, mais il y a quoi sur ce fameux port série? Eh bien, je l'ai ouvert dans Putty, à 115 200 baux. Et donc, je vais éteindre mon appareil. Alors, tac, on éteint. Et là, donc là, pendant que ça s'éteint, on va avoir un joli post du kernel. Donc voilà. Il y a un truc qui est assez dommage, c'est que depuis iOS 9, ils ont obfusqué ces strings là. Donc c'est prévu que j'essaye de trouver à quoi ça correspond en décompilant le kernel avec IDEA Pro. On peut savoir que déjà un truc bizarre, un appareil Apple, quand il est encore branché, en fait il est pas éteint. Il simule qu'il est éteint. Donc on va le rallumer. Et on va avoir un truc très important, très intéressant. Il faut laisser un peu plus allumer. On a le poste de iBoot, donc qui nous donne la version d'iBoot, etc. En soi, c'est pas vraiment très intéressant, à part pour savoir quelle version d'iOS il y a ou quelque chose comme ça. On peut voir qu'ici il y a un delaying boot de 0 secondes. Si on spam entrée, en fait, l'appareil il passe en mode recovery. Depuis le mode recovery, on peut changer des valeurs de la NVRAM, qui est c'est assez intéressant. Même si en soi il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire juste avec la NVRAM. Et donc pour les amateurs de jailbreak, celui qui a développé Yalu 102, donc qui est l'outil de jailbreak actuel pour iOS 10.2, avec Serial SH, on peut en fait avoir une console bash. Enfin, c'est intéressant d'avoir ça parce que voilà, si on a perdu accès total au GUI de l'appareil, voilà, donc on est route. Donc déjà, ça c'est très utile d'avoir accès à une console série. Mais bref, ça c'est ce qu'on peut faire out of the box, c'est-à-dire quand on n'a aucune connaissance, c'est assez simple de rechercher sur internet et de savoir ça. Le reste qui va suivre, c'est vraiment pour moi une partie beaucoup plus intéressante. Et ça va impliquer de démonter le boîtier. Ce câble, également appelé le câble Alex, parce qu'il est produit par une compagnie s'appelant Chazen Alex Connector. Donc il y a une seule vis pour l'ouvrir. Donc ce qu'on a dedans. Donc on va commencer par l'arrivée USB, donc qui est ici. Donc on arrive dans un hub USB SMMC. Ça c'est juste pour l'alimentation, donc on s'en fout pas mal. Ici on a un chip, c'est une EEPROM de microchip. Je l'ai déjà dump, mais je la redumperai devant vous pour vous montrer. Ici on a le chip FTDI, FT232, qui est donc relié à la partie UART, donc ici. Ici on a un chip FTDI où bizarrement le RX LTX, il n'y a rien de câblé dessus. Et c'est utilisé juste pour le C-Bus, pour les 3 LED là. Putain, j'ai l'impression que c'est flou. Après, ouais, donc on a directement l'USB de l'appareil qui va lui aussi au hub USB. Donc on va commencer par la partie la moins fun en vous montrant comment les LED sont câblés. Donc en fait, il y a une LED, la LED jaune, elle arrive par le point là. La LED rouge arrive par le point là. Et la LED verte arrive par le point juste en dessous. Et donc si on cherche la doc, on verra que c'est relié au C-Bus. Quand on envoie une commande pour le C-Bus du FTDI, en fait on a un mode 8 bits à envoyer. Donc les 4 premiers bits sont pour définir si des entrées ou des sorties.
Donc ici on va mettre que c'est des sorties avec des 1. Ensuite on a le MSB qui est pour la LED jaune. Ensuite c'est non câblé, donc on met ce qu'on veut, 0 ou 1. Ensuite c'est pour la LED verte, et ensuite c'est pour la LED rouge. Donc on va envoyer des commandes en hexa du style FX. Donc par exemple, si on veut allumer la LED rouge, donc on fait F0 plus 0x01, et on aura donc 0xf1, et ça allumera que la LED rouge. Et l'avantage d'avoir ça, c'est que en fait on peut commander les LED séparément et plusieurs en même temps. Par exemple, si je veux allumer la rouge et la verte, je vais faire 0x0 plus 0x01 plus 0x02, et on va avoir évidemment 0xf3. Et donc si j'envoie 0xf3 au C-Bus, j'aurai la LED rouge et la LED verte allumée. Et donc comment on peut montrer ça? Voilà, donc comment vous montrer ça? En fait, j'ai pris un exemple de la libftdi en modifiant l'identifiant du chip. Donc voilà, on a ftdi open succeed. Donc normalement, si je fais 0xf0, vous allez voir que les LED vont s'éteindre. Si j'envoie 0xf1, je vais avoir la LED rouge. Si je fais 0xf2, je vais avoir juste la LED verte. Si je fais 0xf3, donc 2 plus 1, j'aurai rouge et vert. Et donc si je fais 0xf8, j'aurai juste la jaune. C'est comme ça qu'en fait on envoie des commandes. Il n'y a rien de très sorcier sur les LED. Donc ensuite on va partir sur le dump de cet EEPROM. Donc pour dumper l'EEPROM, il n'y a rien de très secret. En fait j'ai pris la datasheet et après j'ai fait au test de continuité pour voir si par hasard ça arrivait au pad. Et on est chanceux parce qu'évidemment chez Apple dans les usines ils doivent forcément flasher ça. Donc ils ont des pads. J11 correspond au VCC, donc c'est du 5 volts. J7 c'est le GND, donc c'est un GND commun à toute la board, donc on s'en fout. J10 ça doit être le SDA, et J9 ça doit être le SCL. Donc oui, c'est un chip en I2C, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je sais pas comment vous faites pour préchauffer votre fer à souder, je suppose que vous le branchez, que vous attendez. Moi j'ai une méthode beaucoup plus rapide. Voilà, il est chaud. Donc j'avais pris des notes, donc c'est ça. Donc là normalement j'ai tout bien câblé. Donc en fait maintenant pour lire l'EEPROM, tout simplement je vais prendre un mini Arduino. Je sais, là, j'aurais pu prendre quelque chose de mieux, mais j'ai pas envie de me péter des couilles, donc un Arduino ça fera tout pile bien l'affaire. Donc ensuite là, je vais vous montrer le petit programme à la con que j'ai écrit pour dumper ça. Alors j'ai écrit un petit programme en lisant la doc, elle fait 4 kilooctets, donc c'est répandu sur 8 adresses qui ont chacune 512 octets de stocké. Donc voilà, c'est un programme tout con hein, qui lit en I2C et qui fait une détection d'erreur, bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lancer le truc Arduino. Donc, je crois que c'est déjà ce qu'il y a dedans, hein, mais on s'en fout. Paf, on ouvre le moniteur série. Et donc là, la magie va apparaître. En fait, on envoie n'importe quel caractère en série. Je fais entrer et on n'a pas vu. Et donc en fait là on peut voir que on a dumpé toutes les banques. Et donc si on lit la première, on peut voir que il contient l'adresse du fameux hub USB que je vous ai dit tout à l'heure, sauf que c'est 0403. Donc ça c'est pour FTDI. 2513, donc ça c'est l'identifiant du hub. Et après, je sais pas trop ce que c'est, en fait, je m'en branle pas mal, mais en gros, il n'y a rien d'intéressant. C'est juste que c'est une EEPROM qui est lue par le hub USB à son démarrage. Mais voilà, en gros, c'est quand même une étape que je voulais voir. Au cas où il y avait quelque chose dedans, mais non, il n'y a rien de très spécial. Donc après, il faut faire super gaffe parce que la protection d'écriture, qui est donc le pin J12, il n'est pas descendu logiquement. Et donc en fait, on peut écrire ce qu'on veut dedans. Donc si on écrit ce qu'on veut, il va se passer la même chose que ce qui s'est passé avec le mien. C'est-à-dire que j'ai pas fait gaffe et j'avais tout réécrit.
Et après, le truc était reconnu comme un téléphone Nokia, donc c'était pas une bonne chose. Et donc vous allez me dire, mais alors, c'est quel chip qui fait que on peut accéder aux séries? Mais en fait, c'est ça le truc qui est chiant. C'est que j'ai dessoudé, comme on peut le voir, parce que j'ai ressoudé super crânement, j'ai dessoudé la partie là, et en fait, il se trouve que la chip la plus importante, elle est là-dedans. Et en fait, j'ai pas envie de bousiller le câble, et vu que ça coûte 20 boules et que ça met à peu près un mois à arriver en France, ça me fait vraiment chier en fait. J'aimerais bien aller plus loin sur ce câble et tout, parce qu'il est vraiment très intéressant, mais et voilà, j'ai pas les thunes, tout simplement. Et j'essaye aussi de me choper un câble Kong SWD, sauf que j'ai trouvé aucun site qui fonctionne. Si vous savez comment s'en procurer un pour moins d'une trentaine d'euros, ça m'intéresse énormément. Si vous pouvez me contacter, ce serait génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le reverse engineering de ce câble vous a plu. Et puis voilà, pouce bleu si vous voulez, etc. Bon, et bah salut. Et donc le truc drôle, c'est qu'on peut se servir de ce câble pour copier des fichiers comme on le ferait avec un câble tout à fait classique. Voilà, au début je pensais pas qu'on pourrait faire ça avant que je le reçoive.